Bonjour Monsieur Chaxel. Bonjour. Donc à travers ce reportage, nous allons parler de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre naissance, où vous êtes né? Je suis né à Algrange, C'était en quelle année alors? en 28. Le 4 janvier 28. Vous êtes parti d'Algrange après? Algrange, je suis venu ici, habiter en 32. 1932 ici. Mes parents, avant, ils avaient un logement privé. Et là, mon père a arrivé à avoir un logement de l'usine. Et après, donc, la guerre est arrivée. Là, vous avez dû partir avec vos parents. Les parents, oui, on est partis. Et avant que la guerre débute, ils ont construit un abri pas loin d'ici. Oui, juste derrière la rue de la Moselle, l'ancienne rue de la Moselle. Et là, vous avez vu sa construction? Comment que ça s'est passé alors? Oui, j'ai vu sa construction. On était gamins, hein, j'avais 12 ans, là. On était 12 ans, on était gamins, on regardait comment ils travaillaient, hein. Ça ne travaillait pas comme maintenant, hein. Il n'y avait pas de pelle mécanique, il n'y avait rien, hein. Tout était à l'os, hein. Ça a pris plusieurs mois à construire? Ah oui, ça a pris, ouais. Et, je vivais hors du temps, là, hein. On se rendait pas compte, les gamins, on se rendait pas compte, hein. Mais ça a duré longtemps, assez longtemps, hein. Et quand la guerre a démarré, il y a des alertes qui ont été faites pour aller dans cet abri? Oui. Eh ben, on a été bombardés. Il y a des bombes qui sont tombées dans la rue des Vosges. Il y a 2 bombes dans la rue des Vosges. Il y a une bombe qui est tombée là, près de l'église. Qui avait fait pas mal de dégâts? Matériel, c'est du matériel. C'est des petits bombes, des bombes de 50 kilos. Enfin, apparemment, hein. C'est des petites bombes. Et là, donc, il y a une alerte, Il y a une alerte. Alors, tout le monde file dans les abris. Alors, il y en avait partout. Il y a la rue de la Moselle. Il y a la rue de Lorraine. Et près de l'usine. Il y en avait encore la rue des Vosges. Oh, il a fait pas mal. Et ça, c'était construit donc par l'usine? Par l'usine. Parce que la plupart des gens qui vivent à Nilvange travaillaient d'office à l'usine. C'était la SMK, hein. Voilà, oui. C'était la SMK. Et quelques mois après, donc, après l'arrivée de cette guerre, vous êtes partis, vous, avec vos parents, vous avez quitté la région? On nous a obligés. On n'a pas quitté, on nous a obligés. Le matin, il devait être 9 heures. Il y a un gradé allemand avec 2 gars. Ils sont venus. Ils nous ont donné, hop, vous pouvez partir. On va vous emmener 25 kilos de bagages. Pas plus. On a ramassé ce qu'il y avait à ramasser, et puis, ils nous ont emmenés à Thionville, là où il y a la caserne à Thionville. Et là, après, ils nous ont embarqués dans les trains. Et les trains, on est parti jusqu'à Lyon. Et des compartiments avec les bords en bois. On était parqués là-dedans comme des animaux, hein. C'est un voyage qui était difficile? Ah oui, bien sûr, c'était long, hein, parce que il y a des endroits, les rails étaient coupés, tout ça, hein. On a atterri à Lyon. Et les Lyon, on était dispatchés à droite à gauche, un peu. Et nous, on était au palais de la foire, à Lyon. C'est un grand truc, un grand bâtiment. On couchait avec les machines, parce qu'il y avait l'exposition l'année d'avant. On couchait par terre avec des machines. Et de là, ils nous ont dispatchés dans les villages. Alors là, on était dispatchés à Rouen. On était à Rouen, on était dans un camp, le camp de Mably. C'était un camp qui a été construit pour les réfugiés espagnols. Hein, quand il y a eu la guerre d'Espagne, il y a pas mal d'Espagnols qui sont partis. Et dans les baraquements, on était là, les baraquements. Et il y a d'autres familles qui sont restées à Nilvange, ou vous avez dû tous partir? Comment que ça s'est passé alors? Oh ben, tous ceux qui étaient d'origine française, ils sont partis. On devait être dans les 5000, on devait être par là. 5000 personnes. Là-haut, vous êtes restés tout le temps de la guerre, alors? Et là, de Rouen, une fois du camp de Mably, ils nous ont dispatchés dans les villages. On partait dans les petits villages, regarde, dans tous les environs. Alors, on était 2-3 familles par village. On est resté là pendant 5 ans. Là, vous avez étudié également à l'école, dans ces communes. Vous avez des frères et sœurs aussi? J'avais une sœur, mais beaucoup plus grande que moi. Elle avait 4 ans de plus que moi. Et vous avez vécu comment, vous, toute cette période de la Seconde Guerre mondiale? Comme tout le monde. Il y avait rien de spécial. Vous suivez, vous avez des informations qui vous arrivaient pour dire qu'est-ce qui se passait ici? Il y avait rien du tout.
Là-bas, les gens, ils se méfiaient, hein. C'est rare ceux qui prenaient la radio, hein. Ben, ceux qui en avaient, hein. Parce qu'il n'y avait pas tout le monde qui avait un poste, hein. Et on vivait comme les gens du village. C'était un petit village de 400 habitants. L'école était mixte. Les filles et garçons. Et les petits villages, c'était ça, hein. Après, dès la fin de la guerre, vous êtes revenu ici, donc en Lorraine, hein. On est revenu dès que la guerre était finie. On est revenu ici. Mais mon père, lui, il était mobilisé là-bas. Enfin, mobilisé, c'est un grand mot, il était, comment je veux dire, réquisitionné. Réquisitionné par les Allemands pour travailler à l'arsenal de Rouen. Il a travaillé jusqu'à la fin de la guerre, là, quand c'était fini. Et là, on avait fait les papiers pour revenir ici. Et on est venu, lui, le 24 août 45. On est revenu ici. D'accord, dans cette même rue, alors? Non, avant, j'étais devant. D'accord, oui, un peu plus. Dans le building. Nous, on appelait ça la caserne. Pour nous, c'est des casernes, ça. Et après, vous avez occupé un poste à la SMK? Après, j'ai fait l'apprentissage. J'ai rentré à l'apprentissage pendant 3 ans. Et après, j'ai eu un poste. Donc, tourneur à cylindre. Et là, je fais toute ma carrière, là. Votre carrière. C'est un métier qui vous a plu? Vous avez aimé? Ouais. Au départ, ouais. Il faut dire que, moi, en 48, j'ai fait mon CAP avec des copains, des tourneurs sur métaux, et au tour à cylindre, je sais pas si vous connaissez ça, il faut des cylindres pour les laminoirs, hein, et ils avaient fait la grève. Et la direction a dit, nous, en 1 an, on va former des jeunes. Alors, du tour à métaux, dans l'atelier où on a travaillé, dans l'atelier, ils ont mis au tour à cylindre. Et là, on a travaillé jusqu'à la fin. Et vous avez vécu donc la fermeture de l'usine? J'ai tout vécu. Je vous dis, c'est moi qui ai fermé l'usine, hein. Et ça s'est passé comment quand ils ont annoncé la fermeture? Ben ça s'est fait par période, ça s'est fait, hein. Ça s'est fait par période. Hein. Mais le 18 juin 78, ils ont fermé complètement. Et là, avant ça, il y a eu des blocages, il y a eu des manifestations? Oui, bien sûr, il y a eu des grèves, hein. Auxquelles vous avez participé? Pas beaucoup, parce que moi, les grèves, c'était beaucoup politique. Quand j'ai vu ce qui se passait des fois, j'ai dit non, des fois je faisais comme avec, hein, quand c'était des grèves de service ou quoi, là. Et autrement, les grèves, il y en a certaines, je n'ai pas fait avec, hein. Quand j'ai vu le trafic qui se faisait, hein, c'était plus politique que le reste. Et cette fermeture, vous l'avez vécue difficilement, vous, de l'usine? Non. Comment je veux dire, nous, depuis 74, pour dire, on était prêts, hein. Ouais, vous le savez déjà qu'elle allait... Au 1er janvier 74, chaque année, la direction rassemblait les cadres. Ici, à la salle des sports. Encore qui est actuellement la salle du basket, hein. Et là, le directeur a annoncé qu'on va augmenter la production. Et puis, 74, ça commence à couler. Et tout doucement, on fermait un service après l'autre, hein. Alors après, on s'y fait, hein. C'est comme ça, hein. Ça sert de se casser la tête ou quoi, mais ça s'est fait, et puis c'est tout, hein. Après, est-ce qu'il y a des habitants du Nilvange et des environs qui sont partis suite à la fermeture? Sur d'autres communes de la région? Déjà avant, quand ils ont construit Fos-sur-Mer, il y en a beaucoup qui sont partis à Fos-sur-Mer. Donc là, déjà, ça a commencé à beaucoup... puis il y a des mutations entre usines. Il y a des mutations qui se faisaient avec à Gordange. À Gordange. Après, il y a des mutations qui sont faites avec la Solac. Et puis là, c'était fini. Je vous dis, le 10 juin, le 10 juin, ça avait, en 78, ils ont fermé complètement. Le plus beau de l'histoire, j'étais même pas là. Moi, j'étais en déplacement, travailler était comme, comment je veux dire, pour la formation. J'étais en Irak. Moi,
Et je suis revenu au mois de juillet, ben, tout était fermé, tout était fini. C'est mort. Bon, il y avait une équipe qui restait, une équipe qui restait pour démolir, faut dire, hein, pour tout ferrailler. Ça a pris du temps, ça, à tout ferrailler, à tout démolir? Ben, j'ai terminé pour Noël 79. Là, j'avais plus rien. J'avais tout, beaucoup de, il y a des trains qui sont partis, je peux pas, en Espagne, non, je me rappelle plus bien où ils sont partis. Puis là, tout le reste a été ferraillé. Parce qu'on voit, il y a toujours des vestiges qui restent, comme près du parc de la Rotonde à Knutange, il y a encore le reste d'un bâtiment, il y a des fondations. Oui, mais c'est des bâtiments assez solides. Tout, si vous allez sur la zone plus loin, la zone de la paix aussi, en commerciale, là, c'était l'usine, ça, c'était l'usine. Faut pas oublier que l'usine était importante. Hein. On avait quand même au 1er juillet 74, au 1er janvier 74, pardon, on était 4800 bonhommes. Oui, ça faisait vivre vraiment toute une vie, les environs. Important. Oui, après, bon, il y a eu la sale période. Il fallait muter les gars. Il y en avait qui venaient le matin à 6 heures. On disait, maintenant, tu peux partir à la maison. Hein. C'était une drôle d'époque, hein. Vous nous avez parlé de la salle qui est actuellement la salle du basket où il se réunissait la direction et les cadres. Donc cette salle, elle a eu une grosse histoire, on va dire. Elle a vécu plusieurs changements. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Oui, c'était comme je vous l'ai dit avant, c'était un manège. Hein. Le manège, c'est pour les chevaux. Hein. Ceux qui connaissent pas, hein, c'est pour les chevaux. Et je crois que c'était au 22 ou au 23. Il y a l'église de Livange, elle avait des fissures, tout ça. Il fallait l'arracher. Et là, il a transféré l'église dans la salle. Pendant longtemps, il y avait encore les vestiges. Moi, j'étais en 45, tout ça. Il y avait encore des strates, où il y avait l'harmonium, tout ça. Et après, quand l'église, la nouvelle a été refaite, a été construite, et c'était là, il a transformé en salle de sport. Depuis, elle est restée. Vous avez fait également une longue carrière, on va dire, au basket. Au basket. J'ai commencé en 45. Hein. En 45, quand on avait, comme j'étais à l'apprentissage, j'avais leur section sport, hein. Enfin, comme tout partout, hein. Et bon, nous on faisait du basket là-dedans. Moi, je faisais du basket là-dedans. Du basket, la gymnastique aussi. Et après, tout s'est transformé. Hein. Et après, vous avez fait quoi comme poste? Vous avez entraîné des jeunes aussi? Non, je pouvais pas, je travaillais des postes. Donc, je pouvais pas prendre une équipe, mais j'accompagnais les jeunes, j'accompagnais l'équipe première, tout ça. J'ai traversé une grande partie de la France, hein, avec le basket. Il a un plaisir avec tout ce qu'ils ont accompli pendant toutes ces années? Oui. Vous avez vu les évolutions des équipes, de la salle? Mais en 51, on est monté en National 1. Hein. C'était un événement. Hein. Ben, faut dire, le basket, avant, c'était pas comme maintenant. Hein. Le basket, c'était, comment je veux dire, c'était simple. Et il y avait des clubs, des gros clubs, mais il n'y avait pas les professionnels comme maintenant. Hein. On était en 51. Après 52, 53, on était en National 1, encore une fois. Après, on était en 66, en National 1. Très bon niveau, oui. Et après, on était en 72, 73, en National 1. Après, c'était fini. Après, il y a les professionnels de famille. Hein. Après, c'est terminé. Hein. Après, ils ont commencé à faire la Pro A, Pro B, tout ce qui s'ensuit. Hein. C'était tous les mercenaires. Après. Un plat de changement. Ouais. Ouais, changement. Ouais. C'est quoi votre plus beau souvenir à vous au basket ici à Nilvange? C'est quand on est monté en national. C'est un événement, ouais, c'est un événement. Ouais. Une victoire, une réussite pour quand vous jouez contre les plus grosses équipes de France. Hein, là, c'était une fierté dans la commune après? C'est une fierté, bien sûr. Vous savez, la salle, si vous rentrez en dedans, vous dites c'est pas possible. Mais on a fait des matchs, il y a eu 1000 personnes. Dans cette salle, oui. On dit c'est comme des sardines, c'était. Voilà, oui. Qui pourrait sûrement plus se faire maintenant, question de sécurité et tout ça, avec les nouvelles normes. La sécurité et tout ça, on peut plus le faire. Hein. 1000 personnes. Il y en a comme des grosses équipes. Hein. Ben, moi, j'ai travaillé un peu partout,
à Paris, j'étais à Nice, et partout avec l'équipe. Hein. C'est des beaux souvenirs, ça. C'est des beaux souvenirs. Vous avez également d'autres passions, également fer et bois? À fer et bois, bon oui. Et ça, c'est un atelier qui a été créé en 1980 par l'ancien maire, M. Madeleine. Et comme je vous l'ai dit, là, moi je suis arrivé en 81 par hasard. J'étais devant la porte, un copain qui passe en bleu de travail, il dit où tu vas? Il dit à l'atelier. Quel atelier? Ah, il dit viens avec. Bon, je suis parti avec, et puis depuis 81. Là, vous réalisez quoi comme On faisait toutes sortes. Hein. Je vous dis, on avait tous les cours de métier. Hein. On a fait pas mal de choses. On a travaillé beaucoup pour la ville. Hein. Beaucoup. Tout le monde était bénévole, alors c'est une association tous les bénévoles. Hein. On avait, je sais pas si vous connaissez la maison de retraite, le Castel. On a travaillé pendant 2 ans, on a travaillé là-dedans. On a tout fait pour les chambres, tout ce qui s'ensuit. Pendant 2 ans, on a travaillé là-dedans. Hein. Et puis on a le château, on a beaucoup travaillé dans le château aussi, dans le château. On a travaillé un peu partout. Hein. Sur toute la commune, on va dire, oui. Oui. Oh non, mais c'était une bonne équipe. Encore maintenant, là on n'était plus beaucoup, mais il y en a, je crois, 3 ou 4 qui sont venus. Oh, ça donne encore un peu le moral. Hein. Moi, des fois, le mardi matin, je vais les voir, boire le café avec eux. Je peux plus rien faire, moi. Je suis handicapé, je peux plus rien faire. Hein. Mais toujours une association qui perdure et qui ne s'est pas arrêtée depuis, on va dire. Oui. Et est-ce qu'à Nilvange, donc dans votre commune, vous avez un souvenir, quelque chose qui vous a marqué, que ça soit avant ou après la guerre, ou même pendant? Quelque chose dont vous vous souvenez? Pas forcément. Pas forcément. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait vraiment me dire ce qui aurait pu m'intéresser ou quoi. Nilvange, c'est une ville qui est calme. Il n'y a rien qui se produit à part je veux dire, les réunions, des trucs comme ça, des fêtes, et autrement, il n'y a rien de spécial. C'est une ville que vous appréciez? Oh, bah, je suis pratiquement né ici, hein. J'ai vu construire pas mal de choses à Nilvange. Hein. Vous avez vu quoi comme changement fort dans la commune? Changement, quel changement? Que ça soit en construction, Ouais, construction, Nilvange n'a pas pu construire beaucoup, hein, parce que tout le terrain était à l'usine. Parce que quand vous regardez tout autour de vous, c'est tout la SMK. Hein. La SMK, c'est elle qui a construit les maisons. La SMK, c'est elle qui faisait leurs briques, faisait leur ciment. Ils réalisaient tout de A à Z. Tout de A à Z. Des employés pour construire à la réalisation des matériaux. Ouais. Quand vous regardez, plus la moitié de Nilvange appartenait à la SMK. Hein. Ce qui est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. Ben, c'est comme le Devadel. Hein. Mais moi, le Devadel, hein. Le SMK, c'est incroyable. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler également de l'apprentissage? L'apprentissage, ouais. Ben, moi, je suis rentré en 45 à l'apprentissage. Et moi, j'ai passé 3 ans là-dedans. Et l'école d'apprentissage était devant dans la rue, en face d'Albert Camus. Il y avait pour l'école. C'est le bâtiment qui existe toujours, hein, où il y a des habitations actuellement. Oui. Et tout ce qui était atelier, c'était dans l'usine. Et là, bon, c'était bien organisé. Il y avait la première année, c'était tout complet. C'est-à-dire tout le monde faisait quelque chose. Hein. Et la deuxième année, on était ventilé dans les métiers qu'on voulait faire. Et puis bon, là, automatiquement, chacun a choisi son métier, enfin plus ou moins. Et on avait, parce que ils prenaient les meilleurs, ils étaient des physiciens. Les deuxièmes, c'était des électriciens. Et comme ça, regardez ça. Les derniers, c'était des maçons. Mais ce qu'il y avait de bien, c'est que l'encadrement, on avait un très bon encadrement. Hein. Et puis chaque année, on partait en vacances. Ah oui, avec les... Ah, machin. Ils avaient c'était l'SMK, c'était l'usine qui avait le plus de vacances, des colonies de vacances. Et vous partez où alors? Ben, la première fois qu'on est parti dans les Alpes. On est parti à... ça fait rien. Et la deuxième année, on est parti dans les Vosges.
Non. La deuxième année, on est parti à la côte. On est parti à Sainte-Maxime. À Sainte-Maxime. Et la troisième année, on était dans les Vosges. Et c'est tous les trucs. Et vous partez avec vos familles ou avec juste les employés? C'était... Alors là, attention, je vais juste m'en rajouter. Ils avaient les colonies de vacances pour les familles aussi. Alors il y avait dans le machin à Grenoble, à Cessiné, et puis il y avait à Sainte-Maxime, à la côte. Ah, il y a pas mal d'endroits. D'endroits. Et après au dernier ils avaient fait dans les Vosges aussi. Donc c'est les colonies de vacances et les familles. Et à Grenoble, à Cessiné aussi, c'était les colonies de vacances d'un côté, les familles de l'autre côté. Il y a juste, quand on était à la côte, c'était uniquement famille. Et là, ils avaient fait un sacré restaurant, ils avaient fait. C'est une usine qui offrait beaucoup à ses travailleurs. Beaucoup. Comment je vais dire, ils s'occupaient beaucoup plus des gens que de Vadel ou ainsi de suite. Et ils tenaient à leurs employés. Ouais. Dernièrement, ils ont fait un reportage dans le journal sur le Vadel, mais il est pratiquement faux, le reportage. Ils mettaient du Vadel en haut lieu et tout. Mais le centre d'apprentissage, c'était un des centres où on avait le plus de réussite. On faisait des 90-95% de réussite. Oui, ce qui est énorme. Ouais. C'était énorme. On dit, c'est l'encadrement qui était formidable. Mais bon, la direction, elle s'occupait de tout ça, la direction. Elle était très investie dans... La direction, elle était là, Vous rencontrez de temps en temps, vous, la direction? Non, c'est pas... On était trop petits, nous. Et juste en face, donc il y avait c'était le casino, c'est ça? Juste en face du centre d'apprentissage. Le casino, c'était, comment je veux dire, c'était le casino qui, c'est tous les cadres, tout ça, qui fêtaient, qui venaient manger là-dedans, et qui fêtaient là-dedans. Après, quand c'est la débâcle, on dit la débâcle, hein, voilà. C'est là aussi, le maire, il a tout racheté. Le maire, il a fait une bonne opération. Il a acheté le casino, il a acheté en face, à côté, la maison des célibataires, il avait acheté en face l'association d'apprentissage. Oui, c'était quelle maire, ça? C'était Madeleine? Madeleine, ouais. Il a acheté le stade, la salle des sports, aussi, la salle des sports au Conacaire, le stade au Conacaire. Ah oui, de nombreux investissements et qui restent aujourd'hui à la commune, qui sont toujours là et toujours utilisés. Ils ont eu ça pour un bon prix, hein. Pour un bon prix. La salle de sport, on n'avait pas de chauffage. Et un jour, les gars, ils ont dit, on joue pas, il fait trop froid. Alors, le directeur est venu. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, comme ça et comme ça. L'année d'après, ils nous ont installé un chauffage central. Chauffage central, il a coûté à l'époque 17 millions. Et vous savez à combien que la commune a acheté la salle? 14 millions. Elle a payé moins cher la salle que le chauffage. Oui, ils vendaient ça vraiment à petit prix. Ouais. Ils débarrassaient tout. Hein. Hein. C'est comme les logements. À un moment donné, ils commençaient à les vendre. Hein. Ils voulaient les débarrasser. Hein. Eux, ça... Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'ouvriers. Donc, finalement, les logements, ça ne leur servait à plus rien. Alors, au fur et à mesure, ils vendaient rue par rue. Oh, on a fait des bonnes affaires. Hein. C'est des cadeaux qu'ils nous faisaient. Des vrais cadeaux. C'était une époque. Et les jeunes, les jeunes ne peuvent pas se rendre compte de cette époque-là. Ils ne peuvent pas se rendre compte. Elle était bien différente de celle de maintenant. Ouais. On vivait autrement. Et dans le travail, c'était une autre mentalité. Les gens, ils venaient travailler, parce qu'il faut dire, il y avait, je sais pas combien de nationalités. Machin. Il y avait des Polonais, des Italiens, toutes sortes, des Russes, toutes sortes, il y avait.
Et puis tout le monde s'entendait, Les Arabes, moi j'avais des Arabes, on s'entendait, hein. Jamais eu quelque chose. Il y avait une bonne entente entre toutes les cultures. Tout le monde était là, c'est leur gagne-pain. C'était l'usine où les ouvriers étaient les mieux payés de tout le secteur. On était les mieux payés. Avec des avantages encore qu'on avait. C'était une époque. Monsieur Chaxel, je vous remercie pour ce témoignage. C'est moi qui vous remercie.